Donc, je suis chercheur à l'INRIA. Vous avez remarqué, j'ai également marqué UCA. Maintenant, on rajoute ça. On a une double affiliation. Donc, UCA, c'est quoi? C'est l'Université Côte d'Azur. Et c'est une université qui est devenue célèbre, très célèbre, on va dire récemment, parce que notre ministre de la Recherche, maintenant, est Frédérique Vidal, qui est la présidente du CA et celle qui a œuvré pour la création de cette université Côte d'Azur. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'Internet et de la vie privée. Et juste avant de parler de ça, j'aimerais vous faire une toute petite annonce. Donc, j'ai un autre projet qui s'appelle ElectroSmart, qui est un projet qui est sur l'exploration des ondes électromagnétiques. Dans ce projet-là, on a créé une application Android qui vous permet de mesurer votre environnement électromagnétique. Et par conséquent, c'est un outil de transparence. Donc, cet outil est librement disponible, gratuit. Vous pouvez l'installer comme vous voulez. Vous allez sur Google Play, vous tapez ElectroSmart et vous allez voir cette application. Si vous voulez plus d'informations, le site web de ce projet, c'est es.inria.fr. Et évidemment, si vous aimez ce projet, n'hésitez pas à bien le noter sur Google Play. C'est toujours très important pour les applications en lui mettant 5 étoiles. Donc revenons maintenant au sujet de la conférence. Alors, Internet et vie privée. C'est un sujet difficile, c'est un sujet complexe. Donc c'est un cycle de conférence Internet à 2035. Donc moi, je ne vais pas vous parler de la recherche à 2037. Je vais vous parler des problèmes qu'on a aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire sentir quels sont les enjeux de la vie privée aujourd'hui, mais surtout dans le futur. Donc commençons par regarder cette citation. S'il y a des choses que vous souhaitez cacher à tout le monde, vous ne devriez peut-être pas les faire. Est-ce que quelqu'un a une idée de qui a dit ça? Donc en fait, c'était une personne très connue qu'on interviewait, on lui faisait une interview, on lui demandait quel est votre sentiment sur la protection de la vie privée. Et donc ça, c'était sa réponse. Donc à votre avis, est-ce que lorsqu'on dit ça, c'est qu'on est soucieux de la protection de la vie privée des gens? Presque, pas tout à fait. C'est dans la bonne direction. Donc ça vous semble respectueux? Non, ça ne semble pas vraiment respectueux. Alors, on va revenir là-dessus, si c'est respectueux ou pas. Mais en fait, je vais vous montrer ou vous démontrer que ça n'est pas du tout respectueux, effectivement. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Donc, qui a dit ça? C'est Eric Schmidt. Et qui est Eric Schmidt? C'est le fondateur PDG de Google. Il a dit ça en 2009, lors d'une interview. On lui a demandé, mais quelle est la position de Google sur la protection de la vie privée des gens qui utilisent les services de Google? Et ça, c'était sa réponse. Alors, il y a des personnes qui vous disent, en fait, bon, finalement, ce n'est pas complètement faux, ça, parce que si j'ai rien à cacher, de quoi j'ai peur? Et ça, c'est un argument qu'on trouve souvent dans la bouche des politiques. Dire, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, de quoi avez-vous peur? Quel est le problème de regarder ce que vous faites? Vous n'avez rien à vous cacher, non? Et en général, on limite cette notion de quelque chose à cacher à est-ce que ce que je fais, c'est illégal? Donc clairement, si c'est illégal, ben, je n'ai pas envie que ce soit connu. Et même, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est immoral? Et il y a des choses qui sont immorales et qui sont légales. Par exemple, tromper quelqu'un, c'est pas illégal, mais c'est immoral. Et on n'a pas forcément envie que ce soit connu également. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre que ces notions de légalité et de moralité sont des notions extrêmement complexes lorsqu'on le met en perspective d'Internet, qui est un réseau mondial. Prenons cet exemple. Cet homme s'appelle Joe Gordon. Donc, je pense que personne ne le connaît. Quelqu'un connaît Joe Gordon? Non, en général, personne ne connaît Joe Gordon. Alors, qui est Joe Gordon? En fait, c'est une personne comme vous et moi. C'est un citoyen américain qui est d'origine thaïlandaise et donc qui a gardé une passion pour la Thaïlande, qui va régulièrement en Thaïlande visiter. Et il y a une biographie qui est sortie qui s'appelle The King Never Smiles, qui est une biographie du roi de Thaïlande. Il se trouve que la Thaïlande n'est pas une démocratie, c'est un royaume. Et il y a un crime en Thaïlande qui est le crime de lèse-majesté. Donc on n'a pas le droit de critiquer le roi. Et si on critique le roi, on peut aller en prison, on peut même être condamné à la peine de mort. Et donc Joe Gordon a traduit des passages de ce livre dans son blog. Il a un blog personnel aux États-Unis dans lequel il décrit, voilà, il met des informations sur la Thaïlande. Il a traduit quelques passages de ce livre. Et il a fait ça en 2007. Et en 2011, il va en Thaïlande et il se fait arrêter à la frontière. Et il dit, mais pourquoi je suis arrêté? Il dit, mais vous avez fait un crime de lèse-majesté, vous avez traduit quelque chose. Il dit, mais où j'ai traduit? Sur votre blog. Mais mon blog est aux États-Unis, oui, mais on l'a vu. Et vous avez traduit ça. Et donc l'argument de Joe Gordon, c'était de dire, je ne suis pas thaïlandais, je suis américain. Je suis né en Thaïlande, mais j'ai un passeport américain. Et en Thaïlande, il y a des lois contre la liberté d'expression. Il n'y en a pas de telles lois aux États-Unis. Donc ça, c'est pour faire comprendre cet aspect légal. Lorsque vous dites, je ne fais rien d'illégal, vous faites rien d'illégal où? En France,
Sans doute, vous êtes capable d'évaluer ce qui est légal et pas légal en France. Mais êtes-vous capable d'évaluer si ce que vous faites en France et qui est légal sera légal dans le pays où vous allez en vacances? Par exemple. Ben, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il faut toujours garder ça en tête lorsque vous publiez quelque chose sur Internet. Ce que vous publiez est visible au monde entier, et ça peut être quelque chose qui est totalement illégal dans un pays, et les gens de ce pays peuvent voir ce que vous avez publié. Donc vous pouvez donc être dans une situation d'illégalité. Donc ça, c'est le problème de la légalité. Vous voyez que déjà, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais le problème de la moralité, c'est quelque chose d'encore plus subtil. Donc prenons un exemple. Regardons cette photo. Que voyez-vous? Il semble qu'on ait on soit en accord sur beaucoup de choses, il semble. Effectivement, c'est la photo d'une mère qui allaite son enfant. Je- Donc c'est une photo d'une maman qui allaite son enfant. Et c'est une photo qui a été publiée sur un compte Facebook d'une maman qui était dans... Vous savez qu'il y a des mouvances de parents qui veulent prendre soin de leurs enfants, donc ils sont pour l'allaitement, pour le portage en écharpe, pour l'alimentation biologique. Et donc cette maman était pour l'allaitement maternel et elle a mis cette photo sur son compte Facebook dans sa mouvance de l'allaitement maternel. Et donc cette photo a été considérée par Facebook comme de la pornographie. Donc ce compte a été fermé et la photo supprimée de Facebook. Alors pourquoi c'est considéré comme de la pornographie? Parce que Facebook est une société américaine qui est soumise à la loi américaine, mais également à la morale américaine. Et aux États-Unis, lorsque vous montrez un téton ou une aréole, partie pigmentée autour du téton, c'est considéré comme une image pornographique. Alors ça, c'est un petit peu curieux parce que les États-Unis, on ne peut pas dire que ce soit un pays qui nous semble être extrêmement loin de la France. Mais en termes de moralité, c'est un pays qui est très très loin de la France. Prenons un autre exemple. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un colon australien avec des aborigènes enchaînés à ses pieds. Et donc ça, c'est une photo que l'on peut trouver sur des comptes Facebook de gens qui prônent le racisme ouvertement et la supériorité de la race blanche envers les aborigènes. Ça pourrait être envers les Noirs, ça pourrait être envers n'importe quel type d'ethnie. Et donc Facebook considère ça comme de la liberté d'expression. Là où en France, ça serait considéré comme quelque chose d'illégal, puisqu'en France, on n'a pas le droit de tenir des propos racistes. Donc vous voyez que ces notions de légalité et ces notions de moralité varient énormément suivant l'endroit où vous vous trouvez. Et gardez toujours ça en tête, lorsque vous publiez quelque chose sur Internet, vous êtes soumis à la moralité et à la légalité du monde entier. Alors il y a des gens qui peuvent argumenter, et j'ai des collègues qui m'ont déjà sorti cet argument, c'est de dire, mais moi de toute façon, je ne fais rien d'illégal, je ne fais rien d'immoral, et puis de toute façon, j'en ai rien à faire si on voit ce que je fais. Quel est le problème? Ça m'est complètement égal. C'est pas si simple que ça. Donc j'ai un collègue qui m'a sorti ça il y a quelques années, et je lui ai dit, mais tu sais, c'est pas si simple, parce que souvent la première chose qui vient en tête, c'est l'activité pornographique, c'est-à-dire aller sur des sites porno. Et il y a des gens qui disent, moi je veux surtout pas qu'on le sache, il y a des gens qui disent, moi j'y vais jamais, et puis il y a des gens qui disent, moi je m'en fous. Mais la vie privée sur Internet, ce n'est pas limité aux activités pornographiques sur Internet. Il y a beaucoup d'autres choses. Et donc cet homme m'a sorti un exemple, il m'a dit, oui, effectivement, tu as raison, parce qu'il y a un cas pour lequel j'aimerais vraiment que cette information ne soit pas connue. Donc en fait, c'est quoi protéger sa vie privée? C'est décider qui c'est quoi. Et c'était quoi son problème à lui? C'est que cet homme a des parents qui étaient très âgés, et il savait qu'ils étaient en fin de vie. Il savait qu'ils allaient vivre encore quelques mois. Des personnes âgées, malades, fatiguées. Et ces enfants ont été diagnostiqués d'une maladie génétique incurable qui allait les rendre aveugles. Et donc il a dit, effectivement, si la vie privée c'est décider qui c'est quoi, je revendique mon droit à la vie privée, et je ne veux certainement pas que quelqu'un puisse informer mes parents que mes enfants sont atteints d'une maladie génétique alors qu'ils sont en fin de vie. C'est ça le respect c'est ça le respect de la vie privée. Le respect de la vie privée, c'est décider qui peut être au courant de quoi, en dehors de toute notion de légalité et de moralité. Donc lorsqu'on évoque cette notion de qui c'est quoi, on a tout de suite l'idée, mais de qui on voudrait se protéger, ou qui pourrait essayer de porter atteinte à notre vie privée. Donc ici, j'ai résumé 3 exemples. Donc,
donc ce n'est pas exhaustif, hein, mais ces 3 exemples dont je vais parler, c'est le cas des grandes sociétés d'Internet, qui est sans doute un des plus populaires, le cas des individus, donc ça c'est un cas intéressant et qui est lié à mes recherches, et puis ensuite le cas des États. Donc commençons par quel risque y a-t-il pour notre vie privée lorsqu'on prend en compte les grandes sociétés d'Internet. En particulier, qu'est-ce qu'elles savent sur moi? Donc vous avez des gens qui disent régulièrement, de toute façon, Internet ne sait rien sur moi, parce que je ne fais rien. Tout à l'heure, je discutais avec une personne à l'accueil du Palais de la Découverte qui me disait, de toute façon, moi, je mets des faux noms sur... peut-être qu'il est dans la salle, non, je ne sais pas, non, pas dans la salle. Et de toute façon, je mets des faux noms sur Internet, donc de toute façon, on ne peut pas savoir que c'est moi. Eh ben, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. En fait, il faut toujours garder en tête de quoi vivent les grandes sociétés d'Internet. Les grandes sociétés, c'est typiquement les GAFA, mais il y en a d'autres. Hein. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon, mais ça peut être Twitter, Dropbox. Toutes les grandes sociétés d'Internet, de quoi vivent-elles? Elles vivent toutes de la même chose. Elles vivent du profilage des utilisateurs. Soit c'est pour vendre de la publicité, c'est typiquement le cas de Google ou de Facebook, ou alors c'est pour vendre des produits. C'est le cas d'Amazon ou d'Apple, qui vendent de la musique hein, ou des vidéos. Donc leur cœur de métier, c'est le profilage des utilisateurs. Et si ces sociétés gagnent de l'argent, c'est uniquement grâce au profilage des utilisateurs. C'est leur cœur de métier. Donc lorsqu'on considère que ces sociétés, qui sont sans doute parmi les sociétés les plus puissantes du monde, vivent depuis des années et font énormément de profits, c'est sans doute qu'elles arrivent à profiler les gens. Alors essayons de voir comment est-ce qu'elles font pour profiler les gens sur Internet. Vous avez sur Internet énormément de données publiées avec votre consentement. Donc il faut être conscient de quelque chose. Qui utilise Google, Gmail? Qui utilise Gmail? Il y en a des utilisateurs de Gmail. Bon, ben, il y a beaucoup de gens qui utilisent Gmail. J'utilise Gmail également, hein, très peu, mais je l'utilise. Lorsque vous publiez un mail sur Gmail, ce mail est analysé par Google. Il est analysé, il est processé, il est catalogué. Permanence. Lorsque vous publiez un tweet sur Twitter, évidemment ce tweet est public, mais il est également analysé. Lorsque vous publiez des messages sur Facebook, ces messages sont tous analysés. Lorsque vous mettez des photos sur Facebook, ces photos sont analysées, cataloguées. Vous savez, Facebook a même la reconnaissance de visage. C'est toujours le petit paradoxe. Et moi, je ne suis pas sur Facebook, je n'ai pas de compte Facebook. Oui, mais malheureusement, quelqu'un a mis une photo de vous et a tagué votre visage sur Facebook. Bon. Donc maintenant, vous êtes connu de Facebook. Donc vous avez énormément de données publiées avec votre consentement. Mais vous en avez encore plus publiées sans votre consentement. Alors comment est-ce qu'on fait pour récupérer des données sans votre consentement? Est-ce que vous connaissez ce type de logo? Le pouce en l'air de Facebook, ou alors le follow us de Twitter, ou alors G+, de Google+. Bon, Google+, n'a jamais vraiment décollé, mais enfin, parlons surtout de Facebook et de Twitter. On voit ces boutons sur toutes les pages. Et en général, quand on voit ça, on pense que c'est une image. Ce n'est pas une image, ces boutons. C'est un code, c'est un programme qui tourne derrière. C'est du code JavaScript. JavaScript, c'est le langage de programmation qui est utilisé dans votre navigateur. Là où vous allez sur Internet. C'est le langage qui est exécuté, qui vous permet d'avoir Google Maps, d'avoir de belles images, de pouvoir zoomer, dézoomer, vous balader dans les rues. Tout ça, c'est des programmes qui tournent dans votre navigateur. Ces photos, ces petits dessins sont associés à du code JavaScript. À chaque fois que la page est chargée, même si vous n'avez pas cliqué sur le bouton, donc on dit que ce n'est pas on-click, c'est lorsque la page est chargée. Donc lorsque vous la voyez, c'est déjà trop tard. Le fait que vous avez été sur cette page est envoyé à ces sociétés. Si jamais vous avez un compte sur ces sociétés, votre activité est associée à votre compte. Donc à chaque fois que vous voyez une page avec ces boutons-là, vous pouvez être sûr que cette société sait que vous avez visité ce site et ce que vous avez fait sur ce site. Maintenant, regardez les sites que vous visitez qui ont ces boutons, vous verrez quasiment tous. Après, vous avez encore plus sympa, c'est le Google Analytics. Donc Google Analytics, c'est un service de Google, c'est le service numéro 1 pour avoir des statistiques d'accès aux pages web. Google Analytics, en fait, n'utilise pas d'image, c'est du code, mais sans rien qui s'affiche. Donc, en fait, vous ne savez même pas que Google Analytics tourne. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que vous visitez des pages, vous ne le savez pas, mais toute votre activité sur cette page est envoyée à Google. Si vous avez un compte Google, votre identité sera associée à votre activité sur ces sites. Et donc, à une époque, alors je vous parle d'une époque un petit peu lointaine, ça fait 7-8 ans, je m'étais amusé à regarder des sites un petit peu polémiques et voir quel site faisait tourner Google Analytics. Donc je ne vous dis pas que c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est sûr qu'un autre sous-ensemble l'utilise, mais les exemples que je vous donne, c'était des exemples vrais il y a quelques années. J'avais regardé parmi les 100 sites les plus populaires d'Internet, vous aviez 4 sites pornographiques. Sur ces 4 sites pornographiques, il y en avait 3 qui faisaient tourner Google Analytics.
Donc si vous avez un compte Gmail, vous pouvez savoir que Google, c'est les sites que vous visitez, les vidéos que vous regardez. Bon. Après, dans les sites de téléchargement illégal, il y en avait 2 qui utilisaient Google Analytics. Et puis après, dans les sites du Darknet, vous avez entendu déjà parler ce terme, ce buzzword Darknet qui ne veut rien dire, mais qui est le réseau des hackers. Bon, voilà. Ça n'existe pas vraiment. Donc il y a un site qui s'appelle 4chan, qui est un site, je ne sais pas si on peut appeler ça Darknet ou Script Kiddies. Donc Script Kiddies, c'est les gens qui n'y connaissent rien, qui utilisent des recettes déjà faites pour faire des attaques et se faire passer pour des champions du hacking. Mais donc ce site 4chan, qui revendique l'anonymat, faisait tourner Google Analytics. Ça, c'est quand même étrange, hein, un site d'Anonymous qui fait tourner Google Analytics. Donc ça, c'est une manière de récupérer des informations sur votre activité de navigation. Et vous savez que votre activité de navigation révèle énormément de choses sur votre activité sur Internet. Vous avez un souci, vous faites une recherche Google. Vous avez une maladie, votre médecin dit « Tiens, vous avez cette maladie ». Vous allez la chercher sur Google. Vous faites une petite déprime, vous allez regarder sur Google. Dès que vous vous posez une question, vous allez sur Google. Donc si on regarde vos recherches Google, on connaît votre vie. Google, il sait tout ça. Et puis, vous avez de nouveaux moyens maintenant d'avoir des informations sans votre consentement. Donc ça, c'est très bien, ça vient d'arriver. Enfin, ça vient d'arriver, ça a 10 ans. Hein, qu'est-ce qui a changé votre vie et qui est arrivé il y a 10 ans? Voilà, le smartphone, exactement. Hein, donc, c'est tous ces smartphones-là, il faut quand même... J'aime toujours remettre une petite échelle de temps. Donc, de vous balader dans le palais de la découverte, vous avez des échelles de temps de centaines de millions d'années. Hein, même jusqu'à 4 milliards, hein, le début de l'univers. Si on regarde, en fait, Internet est devenu populaire dans les années 2000. Avant, ça existait, mais c'était pour les académiques. Hein. Donc, ça a 17 ans, l'Internet tel que vous le connaissez à peu près aujourd'hui. Hein. Le vrai Internet qu'on connaît aujourd'hui, il a moins de 10 ans. Et les smartphones, premier iPhone, c'est 2006. 11 ans. Quand même incroyable. Hein. Si je vous enlevais tous vos iPhones ou vos smartphones, vos téléphones Android maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui ressentiraient beaucoup de stress. Mais il y a 10 ans, vous n'en aviez pas. Et je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous disaient « Mais moi, jamais j'aurais ça. C'est tellement ridicule de téléphoner dans la rue. » Maintenant, les gens ont plutôt tendance à dire que c'est ridicule de ne pas avoir son téléphone sur soi dans la rue. Donc vous avez les smartphones, vous avez évidemment les montres connectées, et puis ces petits bracelets qu'on appelle, alors je connais le terme anglais, en français je ne sais pas comment on dit, Quantified Self, donc c'est les bracelets qui permettent de contrôler votre santé, ou votre activité, un podomètre, rythme cardiaque, voilà. Là, il connaît même votre santé. Hein. Vous savez qu'en regardant votre rythme cardiaque et votre activité physique, on peut connaître votre taux de risque d'avoir un infarctus, par exemple. Qui ça pourrait intéresser, ça? Votre médecin, évidemment, mais peut-être des assureurs ou des banquiers. Je vais revenir là-dessus juste après. Et maintenant, vous avez ces nouveaux boîtiers qui sont très sympas. Vous connaissez les assistants de maison. Vous avez le Amazon Echo. Vous lui parlez et il fait des choses. Alors, il vous répond à des questions, il peut passer des commandes. C'est très sympa, sauf qu'il écoute en permanence ce que vous dites. Alors, il n'envoie pas tout forcément sur le cloud. Hein. En fait, s'il envoie beaucoup de choses sur le cloud, parce que la reconnaissance vocale est faite dans le cloud. Ça veut dire quoi, le cloud? Le cloud, ça veut dire que c'est envoyé dans la société aux États-Unis en général. Lorsque vous prenez votre iPhone ou votre Android et que vous demandez à l'assistant, ben en fait, là, ce que vous dites, c'est envoyé. Ils font la reconnaissance, puis ils renvoient la commande. Il y a un certain nombre d'opérations qui sont faites localement. Mais tout n'est pas toujours fait localement. Et surtout, on n'a aucun contrôle sur ce qui est envoyé. Alors tout ça, ben, ça sert à quoi en fait? Eh bien, actuellement, toutes ces informations, elles servent uniquement à vous profiler pour vous mettre de la publicité ciblée ou alors pour vous vendre des produits. Mais imaginez quand même le marché qu'il y a derrière. Les banques passent beaucoup d'efforts pour être sûr que vous êtes solvable. Ils font beaucoup d'efforts. Vous devez remplir des questionnaires lorsque vous voulez faire un crédit. Vous devez donner votre situation. Ils vous posent beaucoup de questions. Et les assureurs également vous posent beaucoup de questions. Seulement, il y a des questions qu'ils n'ont pas le droit de vous poser. Ils n'ont pas le droit en France. Ces sociétés ne sont pas toutes en France, en fait. Ces sociétés, les GAFA, sont toutes aux États-Unis. Et les données ne sont jamais stockées en France. Vous savez, les données de Google ou de Facebook, Facebook, je ne sais pas, en tout cas, Google, c'est le cas, ou est-ce qu'elles sont stockées en Europe? Parce que c'est toujours rapide. Donc, pour que ce soit rapide, il faut qu'elles soient proches de chez nous. Ben, elles sont stockées en Irlande. Pourquoi en Irlande? Alors, il y a des raisons fiscales, sans doute, mais surtout l'Irlande est le pays européen dans lequel il y a le... C'est peut-être plus européen pour longtemps. Enfin, en tout cas, c'est un pays dans lequel les contraintes en termes de protection de la vie privée sont les plus faibles. Il n'y a pas de hasard. Hein. Donc ces sociétés, qui ont un profilage extrêmement fin de vos activités, pourraient un jour être amenées à discuter avec des banques ou avec des assureurs. Et si c'était le cas, ça serait vraiment un problème.
Parce qu'un assureur pourrait demander votre profil et savoir si vous avez une maladie que vous n'avez jamais déclarée. Si par exemple vous faites peu d'activité physique. Parce que assurer quelqu'un sur la vie qui fait très peu d'activité physique, c'est plus risqué que quelqu'un qui a une activité modérée et qui est en bonne santé. Ça, c'est ce qui risque de nous arriver. Donc on peut dire, mais ça, c'est de la science-fiction. Oui, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas tant de la science-fiction que ça, parce que Google a récemment investi dans des assureurs, dans des sociétés d'assurance. Alors, ils ont investi. Je ne dis pas que Google donne des données aux sociétés d'assurance, j'en sais rien. Ce que je vous dis, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut pour leur donner des données et que l'intérêt financier est majeur. Après, c'est des sociétés qui cherchent à faire des marges, hein, faire du business. Est-ce qu'ils le feront? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont des données. Alors, vous voyez, ça, c'est les données pour collecter des données sans votre consentement. Mais il y a des données, il y a des techniques de plus en plus sophistiquées qui sont très, très intéressantes. C'est des solutions sur lesquelles, enfin, des techniques sur lesquelles on est en train de travailler actuellement. Donc, il y a une solution qui s'appelle pixel tracking et cookie synchronisation, qui est un terme un petit peu barbare. Pixel tracking, ça veut dire que vous ne voyez rien apparaître, il n'y avait pas d'image, hein, c'est quelque chose de totalement invisible. Et cookie synchronisation, ça veut dire quoi? Pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, vous avez ce qu'on appelle les cookies des tierces parties, third-party cookies. Donc, c'est bloqué en général par défaut par les bons navigateurs qui, lorsque vous allez sur le site du Monde, eh ben, vous allez sur le site du Monde, vous n'allez pas sur Google ou sur Facebook. Donc, lorsque vous visitez le Monde, a priori, vos cookies n'ont aucune raison d'aller vers Facebook ou le Monde. Et le Monde ou Facebook n'ont aucune raison de demander des cookies. Donc ça, c'est bloquer les cookies des autres sites hein, lorsqu'ils ont des liens chez eux. La synchronisation de cookies permet de résoudre ce problème. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique de comment ça fonctionne, mais en fait, le blocage des cookies tiers, ça fonctionne que très modérément. Et puis il y a quelque chose, c'est très sympa, c'est les ultrasons. C'est assez récent que ça a été découvert. En fait, lorsque vous faites vraiment attention à votre vie privée, vous désactivez plein de choses, mais vous installez quelques applications. Et ces applications, lorsque vous les installez sur votre smartphone, elles viennent avec plein de librairies tierces. C'est toujours le cas. Sauf Electrosmart, dont je vous ai parlé, nous, on n'a aucune librairie tierce. Mais la plupart des applications ajoutent beaucoup de librairies tierces. Ces librairies tierces, en général, servent à faire de la publicité ou du tracking. Alors, ces librairies tierces, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour vraiment fiabiliser le tracking? En fait, le grand problème qu'on a aujourd'hui lorsqu'on veut traquer les gens, c'est que vous, comme moi, vous n'avez pas qu'un seul terminal. Vous allez avoir un smartphone, une tablette, un ordinateur, peut-être un ordinateur au bureau, peut-être des tablettes des enfants, des smartphones des enfants. Il y a un grand nombre de terminaux dans la maison. Et on aimerait bien pouvoir dire qu'ils appartiennent tous au même foyer. Or ça, ce n'est pas évident à faire. Donc il y a une solution qui est très facile qui s'appelle les ultrasons. Donc ce sont de vrais ultrasons. Comment ça fonctionne? Lorsque vous avez une publicité sur la télévision, l'annonceur va ajouter des ultrasons. Donc vous ne pouvez pas les entendre. Par contre, tous vos terminaux sont capables de capter les ultrasons. Si vos terminaux utilisent ces fameuses librairies, ils vont reconnaître les ultrasons et ils vont savoir le type de chaîne que vous êtes en train de regarder, combien de temps vous avez regardé, est-ce que vous étiez dans la pièce, ils vont connaître tout ce type d'informations. Et ensuite, les terminaux peuvent discuter entre eux par ultrasons. Donc là, vous n'entendez rien, mais ça leur permet de se reconnaître entre eux. Ce sont des techniques actuelles qui sont utilisées et qui permettent de encore améliorer le profilage des utilisateurs de manière totalement cachée. Alors, donc on a vu que les sociétés d'Internet ont énormément d'informations sur vous. Bon, énormément. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces informations? Alors, vous savez tous que, sans doute vous avez oublié, mais la première fois que vous allez sur Google, la première fois que vous allez sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, vous devez accepter des termes of use, des termes je sais plus comment on dit, conditions d'utilisation, voilà, et une politique de protection de la vie privée. Si vous ne cochez pas ça, vous ne pourrez pas accéder au service. Donc en général, on a tellement envie d'y accéder au service qu'on accepte n'importe quoi. Surtout, on ne les lit pas. Alors moi, je les ai lus, hein, et puis je vais vous montrer qu'en fait, comment est-ce qu'ils protègent votre vie privée, enfin ce que vous avez accepté. Alors donc, regardons la politique de protection de la vie privée de Google. Alors, il faut être clair, hein, Google, c'est absolument pas le vilain petit canard, hein, ils font tous pareil. Ils ont tous exactement la même politique de protection de la vie privée. Toutes les grandes sociétés d'Internet ont la même politique de protection de la vie privée. Donc ça, c'est la page officielle, protection de la vie privée. On va regarder, on va zoomer sur ce petit passage qui est avec votre consentement. Hein, with your consent, c'est-à-dire avec votre consentement. Donc regardons ce qu'ils disent. Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu'avec votre consentement.
Nous demandons toujours votre autorisation avant de communiquer à des tiers des données personnelles sensibles. Bon, ben ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien parce qu'ils nous demandent toujours notre autorisation. À la limite, si vraiment on était pointilleux, on pourrait dire, bon, ben, c'est quoi des données personnelles sensibles? Mais bon, soyons pas trop pointilleux, ils prennent quand même soin de notre vie privée. Donc ça, c'est la même page. Hein. With your consent, puis après, il y a for legal reasons. Juste en dessous. C'est la même page. Hein. Regardons ce qu'il y a écrit. Ça commence pareil. Nous ne partageons des données personnelles avec des entreprises, des organisations, des personnes tierces. Ah, c'est plus la même chose. Que si nous pensons en toute bonne foi que l'accès, l'utilisation, la protection, la divulgation de ces données est raisonnablement justifié pour... Donc après, ils vont donner des raisons qui sont purement légales, des raisons de sécurité, mais également des raisons opérationnelles, des raisons techniques. Et ces raisons techniques peuvent regrouper n'importe quel motif. Donc pour n'importe quel motif, du moment que c'est en toute bonne foi, hein, vraiment, moi, je n'ai pas voulu faire de mal, je pensais que c'était bien de le faire. Ils peuvent donner vos données personnelles. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, ils peuvent le donner. Ils peuvent le donner à qui? À des États? Peut-être, oui. À des entreprises? Vraiment n'importe quelle entreprise? Bah oui, n'importe quelle entreprise. Hein. Des organisations, oui, et des personnes tierces. Des personnes tierces? Mais c'est qui ça, ces personnes tierces? En fait, ils peuvent les donner vraiment à n'importe qui. Alors ils ne le font pas, hein. Ils ne le font pas maintenant, mais vous avez accepté ça. Google est en généralement très très précautionneux sur les données qu'ils font circuler. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent. Moi, j'ai aucune raison de ne pas les croire. Mais vous avez accepté ça. Donc, il faut être conscient de ça. Hein. Malheureusement, si vous ne l'acceptez pas, vous n'aurez accès à aucun service intéressant sur Internet. Ah, donc ça, c'était pour les grandes sociétés d'Internet. Alors, est-ce qu'il y a un gros risque? Actuellement, bah, de toute façon, ils collectent des données en permanence. Le risque, bah, il semble clair. On ne voit personne qui va en prison en France ou qui n'a pas de crédit ou qui a des gros problèmes personnels à cause de Google ou à cause de Facebook ou à cause de Twitter. Par contre, ils ont toutes les données nécessaires pour ruiner votre vie. Donc la question, c'est jusqu'où on peut leur faire confiance et à quel moment il y aura un jour un problème. Regardons maintenant le risque avec les individus. Donc on a parlé des grandes sociétés, on va parler des individus, puis la dernière partie, ce sera les États. Parlons maintenant des individus. Alors les individus, ça je connais encore mieux ce problème-là, puisque c'était mes activités de recherche pendant quelques années. En fait, je me suis posé une question simple, à l'époque où j'ai commencé ces activités, c'est, moi je ne travaille pas chez Google, je ne travaille pas chez Facebook, je ne travaille pas chez Twitter, est-ce que je peux vraiment savoir beaucoup de choses sur les gens? Je n'ai pas de ressources particulières, je suis à la maison avec mon ordinateur, ma connexion ADSL, qu'est-ce que je peux savoir sur les gens? A priori, on a envie de dire qu'on ne peut pas savoir grand-chose. Et l'argument qui était toujours opposé avant qu'on commence ces recherches, c'était de dire essentiellement, vous, en tant qu'individu, vous êtes une aiguille dans une botte de foin. Donc effectivement, une aiguille dans une botte de foin, c'est dur à trouver. Et bien en fait, ce n'est pas vrai. Alors c'est quoi un individu? Un individu, ça peut être n'importe qui. Ça peut être votre voisin, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre employeur, absolument n'importe qui. Ça peut être un fou, un criminel, n'importe qui. Alors, je vais vous donner quelques contributions qu'on a eues dans mon projet qui s'appelle Bluebear. Donc, je ne parle pas du tout de considérations techniques, mais si vous êtes intéressé par des aspects plus techniques, vous pourrez lire les articles, c'est tout disponible publiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par exemple? À l'époque où on parlait de l'Adopi, c'est-à-dire avant que l'Adopi se crée, hein, on parlait de l'activité de BitTorrent qui allait ruiner tout ce qui était activité créative dans le monde. On voit qu'ils n'ont pas été ruinés, hein, en tout cas, hein, donc ils avaient tort. À l'époque, on disait que c'était très très difficile de connaître l'activité des gens sur BitTorrent. C'était une sorte de réseau caché, complètement distribué, on ne pouvait rien savoir dessus. On s'est posé une question simple. Est-ce qu'avec un seul ordinateur de ma maison, je peux surveiller l'intégralité des téléchargements BitTorrent en temps réel? Je parle bien de l'intégralité de l'activité sur BitTorrent en temps réel de chez moi. Ben oui, on peut le faire et on a réussi à le faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet? On a surveillé, enfin on a détecté 148 millions d'adresses IP, donc ce n'est pas exactement des personnes, d'adresses IP, téléchargeant 1,2 million de contenus pendant 3 mois. Donc on a fait ça en temps réel, d'une seule machine, de notre maison. Enfin, là, ce n'était pas de la maison, c'était du laboratoire, hein, mais bon, c'était dans les conditions similaires. On a également, encore plus surprenant,
puis identifier 70% des sources initiales, c'est-à-dire des gens qui inséraient les contenus dans BitTorrent. On avait leur identité, on a vraiment pu voir des choses très intéressantes, notamment que la plus grande activité de mise à disposition de contenus illégaux était faite en Nouvelle-Zélande. C'est étonnant, hein. En tout cas, c'était là-bas. Et puis surtout, on a montré que si on utilisait Tor, qui connaît Tor? Le réseau, voilà. Si on utilisait Tor, c'était pire. Ça veut dire quoi? C'est pire. Ça veut dire que si vous utilisez Tor, non seulement vous ne vous cachez pas avec BitTorrent, mais en plus, le simple fait d'utiliser BitTorrent sur Tor, ça corrompt l'intégralité de vos communications Tor. Alors Tor, je ne vais pas beaucoup en parler, mais pour les gens qui pensent que Tor est un très bon système pour protéger sa vie privée, je vous répondrai non. Tor est un très bon système théorique pour protéger sa vie privée lorsqu'on a un expert en informatique et en système. Qui est expert en système et en informatique? Alors si vous utilisez Tor, vous prenez des risques. Alors c'était très amusant lorsqu'on a trouvé ça avec Tor, c'est que, évidemment, nous, on est des chercheurs, donc on publie. Hein. On publie, puis on avertit les gens avant de publier en leur disant, voilà, on a trouvé ces failles de sécurité. Et donc Tor, au départ, nous ont pas du tout répondu. Pourtant, on les connaît, enfin, on connaît très bien cette communauté. Et puis quand on a commencé à avoir des articles de presse, des articles dans le New York Times, tout ça, ils sont revenus vers nous, ils ont dit, oui, effectivement, il y a une erreur. Puis après, ils ont publié un texte sur leur blog en disant, effectivement, il ne faut pas utiliser BitTorrent sur Tor parce qu'en fait, Tor n'est pas prévu pour les protocoles qui ne sont pas normalisés. Alors ça veut dire quoi un protocole normalisé? C'est-à-dire un protocole qui garantit qu'il ne fait pas de fuite d'informations de la vie privée. C'est bizarre, moi j'utilise Tor pour pas qu'il y ait de fuite d'informations de la vie privée. Ah d'accord, vous utilisez Tor pour ça, mais si vous mettez au-dessus quelque chose qui fait fuiter des informations, eh ben nous on n'est pas capable de vous protéger. Donc c'est dans ce contexte-là que les gens souvent ne comprennent pas Tor. C'est que Tor, en fait, c'est juste quelque chose qui permet de cacher votre adresse IP. Mais si dans Tor, vous faites passer quelque chose qui révèle votre adresse IP au niveau applicatif, eh bien, tout le monde va être capable de voir votre réelle adresse IP. Et c'est ce type de faille qu'on avait utilisé dans BitTorrent. Alors là, vous voyez, je vous parle d'adresse IP. Alors nous, on s'est posé une question, parce que l'adresse IP, bon, ben, c'est bien joli, mais si vous n'êtes pas une entité légale et que vous n'allez pas voir un juge, vous ne pouvez pas savoir à qui appartient cette adresse IP. Donc on s'est demandé, mais est-ce qu'on est capable, de manière totalement automatique, de faire le lien entre une adresse IP et une identité sociale? C'est ce qu'on appelle l'identification sociale des téléchargeurs. Est-ce qu'on est capable de faire ça totalement automatiquement? Encore une fois, sans ressources dédiées, sans être une grande société d'Internet. La réponse est oui. On a été capable de le faire, donc de réidentifier les gens qui téléchargeaient, donc de trouver leur vrai nom, leur adresse mail, leur cité de résidence, enfin leur ville de résidence, leur pays, voilà, tout ce type d'informations. Alors comment on a fait ça? Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous donner une idée pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire se protéger sur Internet. Donc ça, c'est Skype. Vous connaissez tous Skype. Skype, on a donc fait notre attaque en 2010. On a notifié Skype en 2010, qui nous a dit essentiellement que, bah oui, on le sait, c'est pas grave. Et ils l'ont corrigé, paraît-il, on n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié, mais enfin, bon, je veux bien les croire, ils l'ont corrigé en 2016. Donc, je vais vous expliquer quelle est cette idée. Donc, l'idée, c'est peut-on trouver l'identité sociale d'une personne en exploitant Skype, mais surtout sans être détecté. Et ce qui est très intéressant dans notre attaque, c'est que notre attaque fonctionne sans pouvoir être détectée par Skype et sans aucun moyen pour la personne qui est victime de l'attaque de détecter qu'on l'attaque. Parce qu'on utilisait exactement le comportement normal du protocole Skype. Alors ça, faire ça, c'est quelque chose de très difficile. Et avant qu'on le fasse, personne ne pensait que c'était possible. Alors pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que Skype n'utilise que des communications chiffrées. Vous savez, on a l'habitude de dire que quand c'est chiffré, on ne peut rien savoir. Et puis avec Skype, les clients communiquent avec beaucoup d'autres personnes, donc il y a énormément de bruit. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a identifié ce qu'on appelle des schémas spécifiques de communication. Donc j'aimerais vous expliquer ce que c'est parce que c'est très important pour votre compréhension de comment fonctionne Internet. Donc je vais vous parler de tout Internet en 2 minutes, ou presque, hein, ce n'est pas tout à fait tout Internet. Donc ça, c'est, supposons que ce grand rectangle rouge, c'est de l'information que vous voulez envoyer sur Internet. Bon, envoyer l'information. Internet, qu'est-ce qu'il fait pour envoyer l'information? Il découpe les données en petits morceaux. C'est comme des lettres, on le découpe, une page par page. Et puis ensuite, on envoie ça sur Internet. Donc je vais prendre que le premier morceau des données, hein, juste le premier rectangle. Alors comment est-ce que j'envoie ça sur Internet? En fait, c'est comme par la poste. Je mets ça dans une enveloppe avec une en-tête. J'écris sur l'en-tête l'adresse
c'est moi qui l'envoie. L'adresse de destination, ça doit aller là. Et puis, je l'envoie. Et Internet, la magie du protocole, hein, c'est d'être capable de l'envoyer bien d'un endroit à l'autre. Ça fonctionne. Et lorsqu'on chiffre les données, on chiffre le rectangle rouge, donc on chiffre vos données utiles. Évidemment, on ne peut pas chiffrer l'entête, parce que si on chiffre ce qui est écrit sur l'enveloppe, bah, ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est jamais chiffré. Donc, on chiffre de ce qu'il y a dans le rectangle rouge. Bon. Alors en général, on dit bah, quand c'est chiffré, c'est sûr, hein, il n'y a plus aucun risque. Pas vraiment en fait. Hein. Si c'est chiffré, il y a encore des risques. Alors il faut bien comprendre, ça veut dire quoi le chiffrement? Pourquoi est-ce qu'on chiffre des données? On chiffre des données pour, en fait, cacher l'information. C'est ça le but du chiffrement, c'est cacher l'information. Mais est-ce que l'information est uniquement contenue dans ce qu'on écrit dans une lettre? Prenez encore cette analogie d'une lettre que vous envoyez à quelqu'un. Est-ce que si vous enlevez ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe et que vous envoyez quand même la lettre, c'est-à-dire la personne qui prend la lettre ne peut rien voir de ce qu'il y a dedans, est-ce que toute l'information a été détruite? Non, toute l'information n'a pas été détruite. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, imaginons, je suis A et je vais envoyer des données vers B. Donc, en informatique, on aime bien dire Alice et Bob. Hein, c'est toujours les deux personnes les plus connues, surtout en sécurité. Alors, qu'est-ce que je peux savoir? Est-ce que vous avez des idées sur ce que je peux dire? Tout est chiffré. Alors, ce qui est dans le rectangle rouge, là, je ne peux rien savoir. Et faisons cette hypothèse que le chiffrement est sûr, que ça ne se casse pas, le chiffrement. Qu'est-ce que je peux savoir? La première chose que je peux savoir, c'est ce qu'il y a dans l'entête. Et ça sert à quoi, ce qu'il y a dans l'entête? Ben, ça sert à savoir qui discute avec qui. Ce sont les fameuses métadonnées dont on a parlé lorsqu'on a parlé des NSA leaks. Je ne sais pas si c'était vraiment le bon terme. Enfin, lorsqu'on a expliqué ce que la NSA était capable de collecter, on parlait beaucoup de métadonnées. Les métadonnées, c'est ça, c'est qui discute avec qui. Souvent, savoir avec qui vous discutez, c'est plus intéressant que savoir ce que vous dites. Donc, on prend souvent un exemple simple. Savoir que vous appelez un cancérologue, c'est plus intéressant de savoir ce que vous allez lui dire. Parce que si vous appelez un cancérologue, vous appelez un cancérologue. Voilà, ça veut sans doute dire quelque chose qui va dévoiler beaucoup plus d'informations que simplement le contenu du message. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est la taille du paquet, la taille des informations que vous envoyez. À quoi ça sert la taille des informations? En fait, il faut comprendre que le chiffrement, lorsqu'on chiffre, ça, de manière schématique, ça réécrit les données avec un autre alphabet. Et on ne peut pas revenir à l'alphabet d'origine. C'est ça essentiellement le chiffrement. Sauf que ça ne change pas fondamentalement la taille des messages. Il y a des protocoles qui pourraient changer la taille des messages. Sauf qu'en pratique, on ne le fait pas parce que ça serait trop coûteux. Vous voyez bien l'idée, hein, c'est que si on envoie quelque chose qui fait 1 gramme et qu'à chaque fois on dit bah non, ça fait 1 kilo, bah à la fin, ça fait vraiment lourd. Donc en fait, on garde la taille minimum tout simplement pour des raisons d'efficacité. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir dans la taille? Alors, prenons un cas simple. Alors c'est le cas que je prends tout le temps. Je ne sais pas si c'est le meilleur cas, mais je trouve que c'est parlant. Imaginons que vous soyez un État et vous vous demandez si quelqu'un va balancer une bombe sur une de vos villes. Et vous n'êtes pas capable de casser le chiffrement. Par contre, vous êtes capable d'écouter les messages qui sont envoyés. Et vous avez des espions sur le terrain, c'est comme ça que ça fonctionne toujours, des espions sur le terrain qui vont dire, voilà, les messages qui vont être envoyés vont avoir ce format-là. Soit c'est n'envoie pas de bombe, soit c'est envoie la bombe avec cette coordonnée GPS. C'est quoi la différence entre les deux messages? C'est qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Donc même si vous n'allez pas récupérer la coordonnée GPS, et dans ce cas-là, dans ce cas pratique avec de l'espionnage de terrain, vous pourriez connaître les cibles potentielles, vous allez pouvoir savoir exactement à quel moment l'ordre d'envoyer la bombe va être envoyé, simplement en regardant la taille du paquet. Donc évidemment, c'est un exemple schématique parce que j'espère que dans les applications militaires, ils utilisent un chiffrement plus sophistiqué que le chiffrement qu'on utilise classiquement dans Internet, mais en tout cas, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'interarrivée. Vous savez ce que c'est l'interarrivée? L'interarrivée, c'est l'espace entre les paquets. Donc prenons un exemple. Lorsque vous tapez sur votre clavier et que vous envoyez des choses sur Internet, vous avez des protocoles sur Internet qui récupèrent les données en même temps que vous les tapez. Donc vous avez un certain nombre, par exemple, vous ferez des Google Docs, pour ceux qui utilisent. Google Docs, c'est génial, ils ont résolu le problème numéro 1 de tout le monde, c'est que ça sauvegarde automatiquement. Ça évite que quand ça plante, on se dise « Zut, j'ai oublié de sauvegarder avant que ça plante, et j'ai perdu 1 heure de travail ». Donc ça, c'est quelque chose de génial, ça sauvegarde automatiquement. C'est même étonnant que tout le monde n'utilise pas ça maintenant. Sauf que pour sauvegarder automatiquement, il faut qu'ils envoient en permanence les données.
Donc s'ils envoient en permanence, c'est qu'à chaque fois que vous tapez quelques caractères, c'est envoyé sur Internet, c'est envoyé dans des paquets. Et les paquets, ils sont espacés par quoi? Eh bien, en fait, par votre vitesse de frappe. Eh bien, il se trouve que votre vitesse de frappe, ça peut être une parfaite signature de votre identité. Donc rien qu'en regardant l'espacement entre les paquets, on pourrait être capable de savoir qui est-ce qui tape sur le clavier, même si c'est chiffré. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas cachées par le chiffrement. Et c'est des choses qui sont exploitées, et c'est notamment des choses que nous avons exploitées dans le contexte de notre attaque sur Skype pour être capable de retrouver l'identité sociale des personnes. Alors, en fait, dans notre attaque, pour retrouver l'identité sociale des personnes, donc l'identité sociale, c'est votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre adresse postale éventuellement. Notre attaque, elle était indétectable et non bloquable, donc il n'y avait aucun moyen de la bloquer dans Skype. Elle ne demandait pas d'infrastructure dédiée, mais aussi, on pouvait faire automatiquement le lien entre une activité totalement différente de Skype, par exemple le téléchargement en pair à pair, et votre identité sociale, de manière totalement automatisée, sans aucun support d'un FIA, d'un fournisseur d'accès Internet, sans aucun support d'un juge, sans aucun contrôle judiciaire. Donc ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Je vous parle de quelque chose qui peut être fait par des individus. Lorsqu'on sait qu'il y a l'activité criminelle dans le monde, elle est connue. Et en général, l'activité criminelle dans le monde, elle tourne autour de la drogue, de la traite des humains, et puis peut-être du trafic d'armes. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la criminalité. Ces trois activités, ce sont des activités qui sont très dangereuses. Or, être capable d'avoir ce type d'information, c'est quelque chose qui peut être précieux si on veut faire chanter les gens, ou alors simplement si on veut faire ce qu'on appelle des attaques de phishing, c'est-à-dire vous envoyer de faux messages d'avertissement en disant « on vous a vu télécharger ces contenus, si vous ne nous donnez pas 100 €, on vous fait un procès ». Quel est le risque que vous tombiez dans ce piège s'il se trouve que les contenus qui sont marqués, ce sont les vrais contenus que vous avez téléchargés et que c'est votre vraie identité? Eh bien, le risque il est bien plus élevé que vous tombiez dans le piège que si c'est fait au hasard. Donc ça, c'est ce type de techniques qui peuvent être utilisées par des individus, organisations criminelles, ce que vous voulez, hein, par des gens qui veulent vous porter tort. Techniquement, c'est possible de le faire puisque nous, on l'a fait. Sans ressources dédiées, évidemment avec des connaissances approfondies d'Internet, de fonctionnement des protocoles, des attaques, de la sécurité. Mais c'est quelque chose qui est techniquement possible de réaliser. Alors, lorsqu'on a fait ça, on a regardé quelque chose d'autre. C'est le problème de la mobilité. C'est quoi la mobilité? La mobilité, c'est savoir où vous vous trouvez, mais ça va bien au-delà de ça, et souvent on le sous-estime, c'est savoir qui vous rencontrez et où. Ben oui, c'est ça la mobilité. Parce que moi, si je me déplace, vous pouvez dire, ben voilà, je suis au Palais de la Découverte, puis après je vais aller à un autre endroit, puis après je vais aller à un hôtel. Mais si vous suivez les gens que je connais, ben vous allez pouvoir dire, ben tiens, j'ai été là et j'ai rencontré cette personne. Tiens, j'ai été là, j'ai rencontré cette autre personne. Donc ça, souvent, on l'oublie. Suivre vos déplacements, c'est être capable de suivre vos interactions sociales. Or, il y a, je sais pas si vous pouvez imaginer ça, mais j'imagine que vous avez plein d'exemples qui vous viennent en tête de contextes dans lesquels vous ne voulez pas qu'on connaisse vos interactions sociales. Prenons un cas simple d'espionnage industriel. Vous êtes une société, vous allez voir quelqu'un pour lui vendre un produit, pour passer un contrat, et votre concurrent surveille vos interactions. Ben, s'il sait que vous avez été dans cette société à un instant, il peut aller juste le lendemain faire une contre-offre. Donc là encore, je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne sais pas ce qui a été négocié. Je connais juste l'interaction sociale. C'est déjà une information suffisamment intéressante pour être capable de déclencher une action qui peut avoir des effets dramatiques pour une société. Donc c'est ça le risque des interactions sociales. Et donc je vais vous montrer un cas de suivi d'une personne. Donc évidemment, hein, c'est un utilisateur qui était consentant. Il se trouve que c'était un de mes étudiants. C'était un étudiant qui est en train de faire des visites de labos, de recherche aux États-Unis. Et donc ça, c'est ce qu'on a pu être capable de détecter comme déplacement avec notre attaque, l'attaque que j'ai introduite très brièvement il y a quelques instants. Donc vous voyez tout en bas. Donc, en bas, c'est le temps en jours. Donc ça va du jour 0, le début de notre expérience, jusqu'au jour 16, un peu plus de 2 semaines. Et puis sur l'axe des Y, hein, c'est-à-dire en vertical, ce sont les différents lieux où cette personne s'est trouvée. Donc on voit que du début de l'expérience jusqu'au jour 6, il était à l'Université de New York. Puis au jour 7, il est parti à Chicago. Et puis ensuite, au jour 13, il a oscillé entre Brooklyn et l'Université de New York. Et il se trouve que Brooklyn, donc là, je ne suis pas rentré dans le détail, mais lorsqu'on fait ce type d'attaque, on peut également avoir un peu plus d'informations qu'une adresse IP.
Donc dans ce cas-là, on savait qu'il était dans un logement étudiant. Donc on connaissait quasiment l'adresse du logement étudiant. Et la petite croix en bleu ciel, c'est quand il a été prendre un thé dans un Starbucks Coffee en plein centre de Manhattan. Donc on sait exactement dans quel Starbucks Coffee il s'est rendu. Donc ça, c'est ce type d'attaque, c'est le type d'information que ce type d'attaque peut révéler. Votre mobilité peut révéler énormément de choses sur vous. Donc la question, c'est ça, c'était un de mes étudiants qui se déplace beaucoup. Les étudiants en thèse, ils voyagent beaucoup, c'est normal pour rencontrer d'autres labos, discuter avec d'autres chercheurs. Donc la question, c'est est-ce qu'on observe ce type de mobilité avec quelqu'un de quelconque? Donc on a fait le test. On a pris 10 000 personnes au hasard sur Skype et on les a suivies pendant 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'en fait, il y avait 4% des gens qui changeaient de pays, 40% qui changeaient de ville et 19% qui changeaient leur d'ISP, c'est-à-dire de fournisseur Internet. Ça, c'est un petit peu plus technique, mais ça montre que vous allez de votre travail à votre domicile ou du domicile au travail. Ce qu'on appelle le commuting. C'est passer de là où vous travaillez à votre maison. Et seulement 37% qu'on n'a jamais vu se déplacer. Donc vous prenez 10 000 personnes au hasard, vous avez plus de 60% qui se déplacent. Et qui se déplacent réellement, voire même de pays en pays. Donc ça, c'est le type de risque encore que vous prenez lorsque vous êtes sur Internet. Donc évidemment, on a fait une attaque sophistiquée pour vous montrer qu'un individu peut le faire. Mais dès que vous avez votre smartphone, je suis sûr que tout le monde a le mode localisation activé, au moins pour l'application météo, parce que c'est quand même super pratique, qui vous donne la météo là où vous êtes. Au moins pour Google Maps, parce que Google Maps, c'est super sympa, ou alors pour Plan, ou alors pour n'importe quelle application, ou alors pour Uber, ou alors pour Taxi Bleu. Toutes ces applications qui demandent votre localisation demandent de l'activer sur le téléphone. Une fois que c'est activé, le téléphone il mesure votre localisation. Donc, je vous ai parlé des risques que vous avez avec les grandes sociétés d'Internet. Je vous ai montré ce que les individus peuvent faire. Et maintenant, j'aimerais finir avec quels risques on a avec les États. Donc là, c'est vraiment un vaste sujet. Donc, j'aimerais juste parler d'une toute petite partie de ce sujet-là, sur un point qui est assez à la mode, qui est ce qu'on appelle la surveillance de masse. C'est lié à la loi renseignement qui a été votée il y a un peu plus d'1 an. Donc là aussi, on a des paradoxes intéressants avec ça. Alors la surveillance de masse, c'est quoi en fait? C'est lorsque les États veulent connaître le comportement de tous les citoyens. Donc ils disent, on surveille tout le monde. De toute façon, vous n'avez rien à vous reprocher, non? Alors de quoi vous vous plaignez? On vous surveille tous. Et on va essayer de trouver des comportements, en général, ce qui est affiché, c'est on veut lutter contre les terroristes. Voilà, ça c'est l'argument qui fonctionne bien pour que les gens acceptent cette surveillance de masse. On dit ça, c'est pour la lutte contre le terrorisme. Évidemment, lorsqu'on fait de la surveillance de masse, il y a également de l'espionnage industriel et il y a également la défense des intérêts du pays au sens large. Il n'y a rien de choquant là-dedans. On sait bien que les États doivent défendre leurs intérêts face à des puissances qui essaient de les attaquer. Donc il n'y a rien de choquant là-dedans. La question, c'est, pour les États, on voit bien l'intérêt. Sauf que dans les États, il y a des citoyens. Quel est l'intérêt des individus? Parce que l'intérêt d'un État, ce n'est pas forcément l'intérêt d'un individu. En fait, en dehors, alors je ne vais pas faire de dogmatisme ici, on va juste rester sur les aspects purement factuels. Pour un individu, on évalue l'intérêt pour l'individu en fonction du bénéfice-risque lié à l'efficacité de la surveillance. Donc on regarde cette surveillance, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est risquée? Au niveau des individus. En fait, la surveillance de masse a un bénéfice faible et un risque élevé. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait, il faut bien comprendre que, alors attention, c'est dans le contexte des pays démocratiques, alors je ne sais plus où je l'ai marqué, mais c'est peut-être le slide d'après, je ne me souviens plus. Dans le contexte des pays démocratiques, en général, ce qu'on essaie de suivre avec la surveillance de masse, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles, typiquement du terrorisme. C'est quelque chose, il y a une très faible minorité de la population qui peut faire du terrorisme, c'est eux qu'on voudrait suivre. Ça, c'est très différent d'être, par exemple, un pays non démocratique dans lequel on veut surveiller les citoyens pour voir s'ils critiquent le pouvoir. Ça, c'est de la surveillance de masse qui va fonctionner. C'est ce qu'on fait dans des pays non démocratiques. Bon, je ne vais pas en citer, mais je suis sûr que vous en avez plein qui vous viennent en tête. Donc là, regardons le contexte plutôt de pays démocratiques, notamment de la France. Alors, un problème qu'on a, raison de bénéfice faible, c'est que le chiffrement, c'est quelque chose de robuste. Et contrairement à la légende urbaine, on ne sait pas casser le chiffrement. Donc si vous utilisez aujourd'hui les protocoles de chiffrement de l'état de l'art, personne ne sait casser ces protocoles de chiffrement.
On sait quand même déchiffrer, mais pas en cassant le protocole, en faisant autre chose, en attaquant les implémentations, c'est-à-dire en attaquant les bugs des gens qui ont implémenté ces protocoles de chiffrement, ou alors par des moyens contournés, des attaques, ce qu'on appelle side channel attack, qui sont des attaques contournées. Toujours est-il que si on utilise les protocoles de chiffrement correctement, on n'a pas moyen de casser ça. Alors évidemment, un moyen de le casser, c'est d'installer des backdoors. Et donc il y a des gens, alors je reste sur des politiques qui disent ça, il faut installer des backdoors dans tous les logiciels de chiffrement. Sauf que ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, la fiabilité des protocoles de chiffrement est basée sur une très grande difficulté mathématique de trouver le message d'origine. C'est ça le principe de tous les protocoles de chiffrement. Il y a derrière des algorithmes mathématiques, et le plus classique, c'est RSA, c'est la factorisation de grands nombres premiers. C'est un problème qui est actuellement très difficile. Comment est-ce qu'on fait pour normaliser un protocole de chiffrement? En fait, lorsqu'il y a un nouveau protocole qui arrive, on va le mettre dans le public. Tout le monde va pouvoir les regarder, donc tout est public, l'algorithme est public. On va les étudier pendant des années, et en général, actuellement, c'est à peu près ce qui se passe, c'est entre 5 à 10 ans. Si au bout de 5 à 10 ans, personne n'a trouvé de faille majeure, et on trouve des failles au fur et à mesure, donc les gens les corrigent, puis au bout de 10 ans, s'il n'y a plus de faille majeure, on dit celui-là maintenant devient un standard. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fait dans un coin, et puis les plus grands experts du monde n'ont jamais regardé. Si, les plus grands experts du monde ont regardé ces protocoles, ils les ont étudiés pendant des années, et ils vous disent, ces trucs-là, vous pouvez leur faire confiance. L'aspect algorithmique, encore une fois, l'implémentation, c'est différent. Il peut y avoir des bugs dans l'implémentation. Si on installe des backdoors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette fiabilité due à cette complexité mathématique n'existe plus. Il y a un moyen dérobé pour rentrer dedans sans faire face à cette difficulté. La question, c'est ce moyen dérobé, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Ce moyen dérobé, pour y accéder, il ne pourra jamais être aussi sûr qu'un protocole de chiffrement d'origine. Donc, ça veut dire qu'on inclut une faille dans notre chiffrement. Et qui peut rentrer dedans? N'importe qui. Si jamais on vous dit que cette backdoor est sûre et que personne d'autre, sauf certaines personnes autorisées, pourront y accéder, c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça, Internet, et le chiffrement ne fonctionne pas comme ça. C'est une porte dérobée qui a été implémentée, n'importe qui peut potentiellement rentrer dedans et la découvrir. Donc le chiffrement, ça fonctionne bien. Et si vous voulez vous cacher, vous chiffrez tout. Et si vous chiffrez tout, vous êtes caché à la surveillance de masse. De plus, si on veut vraiment se cacher, et qu'on connaît très bien la technique, ou qu'on utilise des solutions développées par des gens qui connaissent très bien la technique, et vous avez des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, on ne pourra pas vous trouver. Ou alors à mettre en œuvre des moyens démesurés. Mais si on met en œuvre des moyens démesurés, ce n'est plus de la surveillance de masse, c'est de la surveillance ciblée. Et la surveillance ciblée, elle fonctionne très bien. Parce qu'on trouve toujours des failles pour espionner les gens. Ça fonctionne toujours. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de trouver des failles qui permettent de suivre l'intégralité du monde. Ça ne fonctionne pas. Donc, comme je vous ai dit, cette surveillance de masse, en général, est faite pour trouver des signaux faibles. Donc, c'est des événements rares, avec des profils qui sont très hétérogènes. C'est typiquement le cas d'un terroriste. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il n'y en a pas un qui se ressemble. À chaque fois qu'on envoie un nouveau, on dit toujours bah, c'est un nouveau cas. Bizarre. Alors, lui, il avait une famille bien, il avait une enfance normale. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est ça le problème des profils hétérogènes. Donc, il n'y a pas quelque chose qui permet de dire lui, c'est obligatoirement un terroriste. Et donc, la difficulté de ces signaux faibles, c'est que lorsqu'on fait de la surveillance de masse, on va avoir ce qu'on appelle beaucoup de faux positifs. Alors, c'est quoi les faux positifs? Lorsque vous faites de l'analyse, prenons une question. Quels sont les hommes dans la salle? Les hommes. C'est une question. Quels sont les hommes dans la salle? Je vois, monsieur, visiblement, c'est un homme, madame, c'est une dame. Bon, voilà. Donc ça, c'est un vrai positif. Monsieur est un homme, oui. Madame est une femme, donc c'est un vrai négatif. Ce n'est pas un homme. Ma question, c'est qui sont les hommes? Vrai négatif. Un faux positif, c'est si jamais je dis monsieur, madame est un homme. Donc j'ai dit que vous étiez un homme, mais vous n'êtes pas un homme. Donc ça, c'est un faux positif. Je me suis trompé. Et puis un autre cas, c'est le faux négatif. Monsieur, ce n'est pas un homme. Enfin, cette personne n'est pas un homme. Je me suis trompé encore une fois, mais dans l'autre sens. Donc c'est ça, les faux négatifs, faux positifs, c'est des erreurs de classification. Lorsque vous faites de la surveillance de masse et que vous regardez des signaux faibles, les signaux sont tellement faibles que vous êtes obligé d'avoir des critères qui ratissent un peu large. Comme ces critères ratissent un peu large et que ce que vous observez, c'est très rare, vous avez beaucoup de faux positifs. Beaucoup de gens que vous allez dire, ces gens sont suspects.
On peut prendre le cas, alors encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des fichiers S, mais des fichiers S, il y en a quelques dizaines de milliers. Des gens vraiment dangereux, il y en a quelques milliers. Donc il y a un ordre de grandeur entre les gens vraiment dangereux et les gens qu'on ratisse parce qu'à un moment, ils ont été en contact et ils font partie des gens suspects. Voilà. Ça, c'est la difficulté des faux positifs. Alors, les fichiers S, c'est des humains qui font ça. Lorsque vous faites ça avec la surveillance de masse, vous vous retrouvez avec des millions de faux positifs. Et ça, on ne sait pas gérer. Un autre problème, c'est que vous allez avoir très peu de vrais positifs. Donc vous avez très peu de vrais positifs, 1%, 0,1%, 0,01%. Comment vous faites pour le distinguer des faux positifs? L'algorithme vous dit, ils sont tous coupables. Alors comment je fais? Je fais de l'analyse manuelle. Et maintenant, ça coûte super cher. Vous savez, c'est essentiellement lorsqu'on parle de la NSA, on vous dit la NSA espionne le monde entier. C'est vrai, ils espionnent le monde entier. Par contre, ils n'ont pas les ressources, ils ne savent pas faire de l'analyse extrêmement efficace du monde entier en temps réel. Donc en fait, ils ont des grandes machines qui vont extraire des positifs et après ils analysent manuellement. Et c'est pour ça que malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Et puis ensuite, vous avez les faux négatifs, et ça c'est grave les faux négatifs. Parce que vous allez dire cette personne est coupable alors qu'elle n'est pas coupable. Et c'est encore plus grave lorsque la personne, lorsqu'il y a une décision politique qui dit l'algorithme, on doit lui faire confiance parce qu'il a été fait par des gens sérieux. Donc la personne sera coupable à cause d'un algorithme, ce sera peut-être une erreur de classification, mais on appelle ça erreur de classification lorsqu'on fait de la classification. Mais pour la personne, ce sera bien plus grave que ça. Donc, voilà. J'ai parlé très rapidement des risques avec les États. Après, on a plein de questions, on a 30-40 minutes de questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez aborder d'autres sujets ou avoir plus d'informations. Et donc, je vais conclure très rapidement. Donc, est-ce la fin de la vie privée? C'était ça le début, hein, Internet, la fin de la vie privée, avec un point d'interrogation. Clairement, la vie privée telle qu'on l'a connue avant les années 2000, c'est-à-dire avant le début de la popularité d'Internet, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Hein. Enfin, je sais pas, ça va. Moi, ça me surprend, mais au plus haut point. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent publier autant d'informations sur Facebook. De manière publique. Je n'arrive pas à comprendre. Dans les élections présidentielles, moi j'utilise très peu Facebook, j'utilise très peu tous les réseaux sociaux, pour des raisons de protection de vie privée. Mais je vois sur mon fil d'actualité des gens qui publient des choses, et je vois des choses choquantes publiées. Alors je clique sur les profils des gens et j'essaye de voir, et je vois toute leur vie. Ah, je suis tellement fier de ma petite fille qui a passé son premier brevet du conservatoire. Ah, je suis tellement fier de mon mari qui vient de monter sa société. Tiens, je vais rencontrer ma copine à ce moment-là. Et à côté, qui publie des horreurs. On se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que les gens peuvent mettre ça? Enfin, déjà le faire. Et puis en plus, rendre ça public. C'est incroyable. Et ça, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les gens retrouvaient ça absolument aberrant de publier ce type d'informations. Ben aujourd'hui, c'est la norme. Voilà. Donc la vie privée telle que vous l'avez connue il y a 10-15 ans, elle n'existe plus. Donc aujourd'hui, il faut définir de nouvelles règles. Et c'est ça la grande difficulté lorsqu'on parle des enjeux de la recherche à 2037. Un des plus grands défis qu'aura à relever Internet, en tout cas nous, chercheurs sur Internet, c'est le problème de la protection de la vie privée. C'est un problème, un enjeu majeur, mais malheureusement extrêmement difficile, mais vraiment extrêmement difficile. Pour l'instant, on n'a même pas une piste de solution pour résoudre de manière sérieuse ce problème. Alors on le résout de manière ad hoc, mais pas vraiment de manière globale et sérieuse. C'est également un enjeu politique majeur, parce que malheureusement, les hommes politiques comprennent très très mal ces enjeux-là. Ils ont une très très vieille culture et ils ne comprennent pas du tout les implications de leurs décisions. Et c'est un défi scientifique majeur.